Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la question des réseaux donc intersectoriels, interuniversitaires, interdisciplinaires. L'idée, c'est de regarder un petit peu comment et pourquoi on bâtit des communautés pour transformer les pratiques autour de l'eau. Donc, ce webinaire s'inscrit dans la semaine de l'eau qui a commencé depuis lundi. On est donc aujourd'hui pile au milieu et il reste encore 3 temps à distance et un temps physique, donc 3 webinaires cet après-midi à 14 heures sur l'IA pour les sciences de l'eau. Demain à 16 heures sur l'extraction des granulats dans un contexte d'urbanisation généralisée. Ensuite, la soirée à l'Uni de jeudi soir. Et puis, vendredi matin, on a un format Les pieds dans l'eau en partenariat avec Rivière TV pour voir comment on passe du laboratoire au terrain. Donc aujourd'hui, avec nous, on a Pascale Biron, qui est professeure de géographie, urbanisme et environnement à l'Université Concordia à Montréal. Elle est codirectrice du réseau GRIL, dont elle va nous parler, et elle est également membre du RISC, tout comme Maxime Boivin, qui est professeur en géographie et hydrogéomorphologie de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et il est également donc membre du réseau RISC. On a aussi avec nous Élodie Brelot, qui est directrice du GREI, et puis moi-même, donc chargée de mission gestion intégrée des bassins versants à l'UR H2O Lyon. Et donc, on va regarder ensemble comment on fait ces réseaux. Alors, ce qu'on vous propose, c'est 5 temps. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a voulu travailler sur la question des réseaux. Et on va notamment, du coup, bénéficier un petit peu de l'expertise du GREI, puisqu'il a été à l'initiative d'un réseau à l'interface dont Élodie va vous parler. On va également parcourir plutôt le quoi, donc les origines et les trajectoires des réseaux Grill et Risque. Le comment, donc les modes de faire et les bénéfices de ces réseaux. Qu'est-ce que concrètement ça permet de changer ces approches interdisciplinaires, intersectorielles, interuniversitaires. Et puis on regardera ensuite les perspectives, les chantiers en cours et les choses qui sont encore à travailler. Et puis on fera un petit point aussi sur les prochaines dates des événements, des réseaux, groupes à l'interface. Donc si ça vous convient, c'est parti. Alors pourquoi est-ce qu'on souhaitait démarrer avec voilà, un webinaire sur faire réseau. Donc on est tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des problématiques importantes, systémiques et imbriquées, donc des inondations, des problématiques de qualité de l'eau, de biodiversité, de climat. Donc il y a vraiment des interactions en fait entre processus naturels, aménagement, usage, et aussi des incertitudes scientifiques et climatiques qui font qu'aujourd'hui, on est confronté à une croissance de la complexité des problématiques auxquelles les acteurs font face et qui, du coup, concerne une grande multiplicité d'acteurs et de dispositifs, donc des acteurs académiques, notamment bah, voilà, pour éclairer ces incertitudes scientifiques, mais aussi des acteurs publics et des territoires pour travailler les processus d'aménagement, les collectivités par exemple, les gestionnaires et praticiens, mais aussi les services de l'État et les agences de l'eau, des acteurs privés comme des bureaux d'études, mais aussi des acteurs de la société. Donc aujourd'hui, aucune discipline, aucun acteur, aucune institution ne détient vraiment seule une solution pour adresser ces grandes problématiques systémiques. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour collaborer, travailler ensemble et notamment faire réseau? Donc la problématique est assez claire. En revanche, comment on fait pour mettre ça en œuvre? C'est moins évident. Et donc, je propose de laisser la parole à Élodie qui va nous parler un petit peu du GRE qui est depuis 40 ans à l'interface et qui a mis en place une première initiative française pour faire réseau aujourd'hui. Merci Marie et merci de cette opportunité de partager nos expériences entre la France et le Québec. Donc effectivement, le GREI a été créé il y a 40 ans à l'initiative du ministère de le ministère de l'Équipement, de chercheurs et d'acteurs du territoire, dans la perspective de créer des groupes d'action régionaux entre eau et ville et faire du lien entre les scientifiques et les partenaires, les praticiens de la gestion de l'eau. Du coup, on a développé notre activité autour de trois entrées thématiques. Un gros volet sur la gestion de l'eau dans la ville et en particulier la gestion des eaux pluviales. Un deuxième volet sur la gestion des milieux aquatiques, la gestion par bassin versant et aujourd'hui à l'échelle du bassin du Rhône. Et un volet eau et santé qui est plutôt lié à l'assainissement, l'impact sur les ressources et les problématiques de micropolluants dans l'eau. Donc, ce sont nos trois entrées thématiques.
Et on a différents modes de faire au sein de l'association. On anime des dispositifs de recherche, des observatoires qui sont construits ancrés sur les territoires, notamment soit de la métropole de Lyon, soit des acteurs du bassin du Rhône, et qui visent à être des supports d'observation et de soutien aux programmes de recherche qui sont développés en appui sur ces observatoires. Donc, on anime notamment l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine sur le territoire de la métropole de Lyon, qui est un observatoire de recherche sur tout ce qui est gestion des eaux pluviales urbaines et impact sur les milieux aquatiques. On anime également la zone atelier bassin du Rhône avec toutes les dimensions de la gestion du bassin du Rhône et de l'impact des activités anthropiques sur le fonctionnement du milieu, ainsi que des observatoires comme l'Observatoire Homme-Milieu-Vallée du Rhône. Et on a une deuxième activité de mise en réseau, toujours sur cette première diapo, qui est l'animation de groupes de travail techniques où on rassemble plutôt des agents des collectivités, des bureaux d'études, des partenaires institutionnels qui vont venir partager leurs expériences, qui vont avoir une entrée particulière aux résultats de recherche développés dans les dispositifs de recherche et qui vont échanger et formaliser des retours d'expérience, des recommandations en intégrant une partie des résultats de recherche. Et la troisième activité du GREI, sur la base de l'animation de ces deux réseaux, c'est de diffuser les connaissances qui sont produites dans le cadre de ces différents groupes ou avec ces différents groupes. Et aujourd'hui, on a fait évoluer notre activité en se disant que la diffusion n'était pas suffisante, mais qu'aujourd'hui, il fallait accompagner les acteurs opérationnels pour qu'ils s'emparent de ces nouvelles connaissances, de ces nouveaux principes pour faire évoluer leurs pratiques. Et donc, c'est un vrai questionnement au sein du GREC qui existe donc depuis 40 ans avec une équipe de 14 personnes, avec 300 adhérents sur une évolution du contexte de la gestion de l'eau dans les territoires et donc la nécessaire évolution de notre action. Et c'était aussi, et après j'irai un peu plus vite, c'était aussi interroger ce que faisait le grès depuis 40 ans, qui n'avait jamais été formalisé. C'était quoi notre métier? C'était quoi notre rôle? Et c'était quoi la réussite de notre dynamique d'animation? Pourquoi on était encore là depuis 40 ans? Pour faire ce travail d'interface et de transfert de connaissances qu'on n'avait pas forcément formalisé. Donc début 2025, j'ai entamé un travail de réflexion sur la diapo suivante, comment faciliter le transfert de connaissances dans le domaine de la gestion de l'eau, en reprenant les éléments qu'évoquait Marie sur des similitudes tant dans l'action publique et politique en matière de gestion de l'eau que dans le domaine de la recherche ce que tu as évoqué, hein, c'est la nécessaire interdisciplinarité en termes de recherche et transversalité en termes de politique publique. C'est une complexité tant dans la gouvernance, les politiques et la réglementation que dans la compréhension des socio-hydrosystèmes à différentes échelles. C'est de travailler avec une foultitude d'incertitudes, que ce soit le changement climatique ou l'anticipation des politiques publiques. Et en termes de recherche, c'est aussi tout ce qui est variabilité des phénomènes et facteurs d'influence. Et enfin, des enjeux d'innovation et de mobilisation des acteurs qui nous amènent à rechercher des perspectives sur l'avenir. La deuxième question que je me suis posée, c'est comment renforcer le lien entre scientifiques et praticiens et notamment aussi comment améliorer l'interdisciplinarité autour de ces questions de la gestion de l'eau, notamment entre sciences de la nature, sciences de l'ingénieur et sciences sociales. Et il y a un certain nombre de travaux de recherche qui ont été menés sur cette question-là qui mettent en avant l'importance de l'ancrage territorial des dispositifs de recherche. Finalement, c'est dans ce triptyque acteurs de terrain, chercheurs plutôt en hydrologie et chercheurs en sociologie qu'on arrive à faire évoluer les recherches elles-mêmes, la compréhension des enjeux, le partage entre sciences sociales et sciences techniques pour aller vers plus de interdisciplinarité, voire transdisciplinarité dans nos programmes de recherche. Et ça fait aussi la durée des collaborations, puisque cet ancrage territorial fait qu'il y a un partenariat et une attente et des apports des acteurs du territoire, ce qui fait qu'on s'inscrit plus dans la durée. Et troisième élément de questionnement, finalement, ce transfert de connaissances sur la diapo suivante, c'est quoi faire du transfert de connaissances? On a d'abord des problèmes de vocabulaire qui ne sont toujours pas réglés, parce je dirais qu'en français, transfert de connaissances, il y a
une vision un peu descendante du monde de la recherche au monde opérationnel. Et ce mot n'est pas toujours compris, il est plutôt entendu comme vulgarisation. Mais en tout cas, nous, on a identifié 7 axes d'action pour faire du transfert. C'est d'abord mettre les acteurs en réseau, scientifique et opérationnel, travailler ensemble sur l'élaboration des questions de recherche, discuter, suivre et discuter les résultats tout au long des programmes, aller jusqu'à la production de documents, de connaissances pour la valorisation, travailler à ce travail de transfert et dissémination. Le point 6 qui a disparu, c'est l'accompagnement et la mobilisation des connaissances, l'accompagnement des acteurs opérationnels pour entendre, connaître et s'approprier ces connaissances. Et enfin, l'expérimentation et le suivi scientifique pour reboucler, puisqu'on va régénérer des nouvelles questions de recherche. Pour formaliser ces missions, j'ai été très inspirée par un travail qui est mené par l'équipe de recherche Renard, qui est une équipe québécoise, qui a travaillé sur la conceptualisation du champ de transfert et mobilisation des connaissances, avec tous les aspects pratiques de mise en œuvre de ce transfert. Et j'évoquais là le problème de vocabulaire. En anglais, je crois que le terme de knowledge broker est passé de manière assez forte dans les connaissances et dans la sensibilité des acteurs de la recherche et de l'opérationnel comme étant une mission particulière. Les Québécois parlent de courtier en connaissance, ça passe pas très bien en France parce qu'on pense plus à un courtier en assurance. J'ai vu que les Suisses parlaient courtier du savoir. En tout cas, en français, on n'a toujours pas trouvé le mot qui nous convenait. Mais en tout cas, l'équipe Renard a mis en place un webinaire, enfin une formation en ligne qui est extrêmement intéressante pour poser un peu les clés de nos métiers de transfert de connaissances. J'ai eu la chance d'avoir en vue sur la diapo suivante une autre expérience inspirante, notamment avec Chloé Jaumier qui a suivi la formation Renard et qui a fait de la recherche dans cette équipe-là et qui a mis en place un réseau au niveau breton avec une perspective nationale dans le domaine de la santé pour rassembler un certain nombre d'acteurs qui ont ces missions de transfert et qui se sentaient assez isolés dans leur mission, mais aussi dans des missions assez fragiles, notamment en termes de soutien financier et dans des dispositifs qui sont plutôt sur la base de programmes plutôt que dans une inscription dans la durée. Et donc, ils ont mis en place ce réseau qui comporte une dizaine d'acteurs, de structures différentes, que ce soit recherche, que ce soit au niveau de l'ARS, qui est un institut d'État pour porter toute la politique santé au niveau national. Et donc, ils ont mis en place ce réseau pour notamment donner à voir et à comprendre le métier spécifique de transfert de connaissances pour l'action, et puis défendre la place et l'intérêt du métier dans l'accompagnement des liens sciences-société. Finalement, quelque chose qui est presque de l'ordre, euh, c'est la reconnaissance d'un métier et la valorisation du métier tel qu'il est défini au service de ce transfert de connaissances. Donc tous ces éléments nous ont motivés au niveau du GREC pour mettre en place un réseau national sur le transfert de connaissances dans les domaines de la gestion de l'eau. On est parti du constat de l'intérêt de rassembler une diversité de personnes qui travaillent chacun dans leur organisation à animer l'interface entre sciences et gestion de l'eau, avec des domaines qui sont très complémentaires. L'intérêt de partager une pratique métier, des compétences, des savoirs et des savoir-faire et des savoir-être. La mise en place d'une dynamique d'échange entre ces différents acteurs, notamment autour d'une approche métier. Et puis, dans le cadre de ce réseau, proposer de partager des outils, des retours d'expérience pour inspirer les uns les autres. L'ambition, elle traduit tout ça. Dire que finalement, ce métier de transfert de connaissances, c'est une interface qui est fondamentale et de plus en plus attendue, sollicitée dans toutes les dynamiques de recherche en particulier, mais aussi dans les attentes des acteurs opérationnels, que ça ne se fait pas seul et que donc on a besoin d'assurer une animation de ces interfaces, qu'elles ne sont pas toujours ou toujours pas visibles ni vraiment lisibles et qu'on avait besoin de formaliser les compétences et les expériences pour aider à la reconnaissance du métier et nous aider aussi à recruter des personnes qui veulent bien
avoir cette activité d'interface et qui comprennent en fait la spécificité de ce métier. On a donc lancé ce réseau en juin 2025 à l'occasion d'une conférence internationale East River sur les fleuves et grandes rivières. On a rassemblé 19 personnes de 19 structures qui ont une mission d'interface plus ou moins proche du monde de la recherche ou des acteurs opérationnels, gestion de l'eau. Et on les a interrogés sur leurs pratiques et on a partagé nos pratiques. Donc sur la place de ces missions dans leur quotidien. Il y a des personnes qui sont là à plein temps sur ces actions-là. Pour d'autres, c'est une mission qui vient en plus de leur quotidien et re-questionner finalement ces sept missions de l'interface pour voir comment ils s'appropriaient l'une ou l'autre de ces missions et quelle était la place de ces missions dans leur quotidien. Sur la diapo suivante, à cette occasion, les participants ont exprimé un certain nombre de besoins et d'envie entre l'idée de faire réseau, effectivement, ça faisait du bien de se rencontrer et d'échanger sur nos pratiques sur des objectifs à court terme qui sont plutôt sur les pratiques, les montées en compétences et la valorisation des expériences. Et c'est aussi des perspectives à plus long terme sur est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir des formations, la transmission de ces métiers d'interface et enfin, comment faire valoir ce travail et évaluer et rendre compte la plus-value de ces fonctions d'accompagnement. Je crois que je passe la parole à Marie. Ah non, je continue un petit peu. Finalement, en disant, on a mis en place une organisation suite à cette rencontre l'année dernière et on a pris la décision donc de centrer notre réseau sur l'interface science-gestion de l'eau et de ne pas forcément élargir, notamment avec le réseau qu'on connaissait dans le domaine de la santé, mais bien rester ciblé sur la thématique de l'eau. On s'est proposé un rendez-vous mensuel tous les deuxièmes mardis du mois, une petite réunion en visio d'1 heure. Et on a effectivement organisé 5 rendez-vous depuis septembre 2025. On est entre 10 et 15 participants à chaque fois. On a mis en place une animation collective et tournante, c'est-à-dire d'une réunion sur l'autre, c'est porté par l'un ou l'autre pour porter son retour d'expérience, les questionnements qu'il a en cours et également la présentation des programmes dans le domaine de l'eau qui sont portés par les uns et les autres. Et les résultats de ce premier travail, c'est qu'on est en train de finaliser une publication dans Nature, Sciences et Société sur la démarche que nous avons mis en place de réseau national, des animateurs de réseaux territoriaux finalement. Et on a aussi mis en place une plateforme collaborative pour partager tous les éléments que l'on pouvait échanger lors de ces rencontres. Enfin, on a identifié les prochains sujets sur lesquels on travaillerait et vous pouvez voir, l'idée c'est mesurer l'impact de notre action, qualifier les compétences, maintenir l'envie des scientifiques de travailler avec les acteurs des territoires ou comment travailler la complémentarité de projets à des échelles locales, régionales ou nationales. Tout à fait. Merci beaucoup, Élodie. Et donc, nous, avec Ajuso, on fait également partie de ce réseau en construction. Et les bénéfices qui sont attendus par l'ensemble de ses membres, c'est vraiment de pouvoir, comme le disait Élodie, définir et échanger sur les métiers, par ces questions sur les compétences notamment. Qu'est-ce que ce métier? Quelles sont nos actions et nos modes de faire? Également, faire de l'interconnaissance et du partage d'expériences, donc notamment porter chacun à connaissance les programmes intersectoriels sur la thématique eau qui existent sur le territoire et du coup potentiellement amener à des collaborations interréseaux et identifier des opportunités de travailler ensemble. Et donc, à partir de ces éléments un peu locaux, on va dire au moins français, l'idée c'était aussi de regarder ailleurs, outre-Atlantique, pour voir et s'inspirer de ce qui se fait depuis déjà plusieurs années, à la fois au grill et depuis plus récemment avec le risque, pour comprendre un petit peu mieux comment se forge un réseau, à partir de quels constats, pourquoi est-ce qu'on choisit de travailler en collaboration et comment on fait pour mettre ça en place. Donc, c'est ces questions-là que je voulais vous poser. Donc, Pascal et Maxime, peut-être, Pascal, d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du réseau Grill, ses origines et puis sa trajectoire? Oui, tout à fait, merci.
Oui, le GRIL, c'est vraiment un regroupement autour des écosystèmes d'eau douce, donc groupe de recherche interuniversitaire en limnologie au Québec. On a au Québec et au Canada beaucoup d'eau, beaucoup de lacs, beaucoup de rivières et donc beaucoup d'enjeux. Alors, on a absolument besoin de regrouper nos forces. Le grill, en fait, a débuté en 1900, peut-être la diapo suivante, en 1989. Ça fait 37 ans. Alors, on s'approche un peu du gré de ce point de vue-là. Est maintenant vraiment reconnu comme un leader là, en écosystème aquatique. C'est un regroupement interdisciplinaire, interuniversitaire, international. À la diapo suivante, on peut voir un peu la structure, là. Ça regroupe la plupart des universités au Québec, ce qu'on appelle les cégeps, là, l'équivalent de juste avant le pré-universitaire, avec 64 membres réguliers. C'est peut-être peu si on compare avec la quantité de gens qu'il y a juste à Lyon qui travaillent sur les cours d'eau, mais on est 8 fois moins nombreux au Québec. Donc, toute proportion gardée, c'est quand même beaucoup de chercheurs avec environ 250 étudiants, maîtrise, doctorat, post-doctorat, trois professionnels de labo et 2 employés à la coordination. Et tout ça, évidemment, il y a un coût et le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, le gouvernement du Québec, depuis plusieurs années, a mis sur place un financement pour ce qu'on appelle les regroupements de recherche. C'est financé par ce qu'on appelle les fonds de recherche du Québec, avec 3 secteurs, nature, technologie, dont fait partie le grill, santé, société, culture. Il y a aussi de l'intersectoriel des 3 secteurs. Donc, il y en a 36 de ces regroupements stratégiques et le grill en est un de ces 36-là. Si on a, en termes de budget, là, en dollars canadiens, c'est 3 millions pour 6 ans, donc environ 2 millions d'euros. C'est suffisant, puis c'est renouvelable aux 6 ans. Donc, c'est comme attendu qu'on soit renouvelé. Alors, on peut se fier sur le fait qu'on peut planifier pour du long terme, et c'est vraiment, vraiment le nerf de la guerre et du succès. On est au grill, donc rapidement, 2 axes en ce moment pour le renouvellement qu'on a eu lieu en 2024. 2 axes sur les fonctionnements, les structures multi-échelles des écosystèmes d'eau douce. Moi, je suis responsable d'un de ces thèmes, plus précisément sur la composition physique des bassins versants. L'autre axe est plus autour des solutions, beaucoup sur des solutions basées sur la nature. Donc, on rejoint énormément des initiatives qu'il y a en France, notamment. Et je pense que je vais passer la parole à mon collègue après cette diapo, je crois. Oui, Oui. tout à fait. Merci Pascal, merci de l'invitation là, pour discuter de cette notion de réseau interdisciplinaire, multidisciplinaire, transdisciplinaire. Je suis ici ce matin là, pour présenter le réseau Inondation intersectorielle du Québec, donc le RISC, qui a été créé en 2019, où le directeur général et le cofondateur là, est Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'Université du Québec à Montréal. Le RISC est basé sur différents axes, dont moi et Pascal là, sommes co-directeurs et co-directrices là, de thématiques de recherche. Par exemple, pour moi, pour l'axe 1, et l'axe 2 pour Pascal. Le réseau risque est financé aussi par les fonds de recherche du Québec, mais avec des programmes un peu différents dans le contexte où le réseau a été créé suite à 2 événements majeurs qui sont survenus il y a peu de temps, là, donc 2 inondations majeures en 2017 et 2019. Majoritairement concentrées en Outaouais, grande région de Montréal, mais que touché aussi la Beauce, la Gaspésie. Donc, l'ensemble du Québec avait été touché. Pour 2019, c'est plus de 300 municipalités qui ont été inondées, plus de 260 en 2017, souvent dans les mêmes municipalité qu'est-ce qui a démontré que on manquait de coordination un peu en termes de coordination de la recherche sur les inondations, que dans un contexte de changement climatique, on travaillait surtout en réaction aux risques naturels, aux risques inondations, mais peu en prévention et en accompagnement là, durant ces événements-là. Le risque est basé sur le cadre de Sendai, sur la réduction du risque que le Canada et le Québec l'ont ratifié en mars 2017, où on travaille sur les 4 priorités établies dans cette feuille de route, où on est davantage là, dans une adaptation et compréhension des risques au niveau l'acquisition de connaissances, au niveau du renforcement de la gouvernance des risques, au niveau de la réduction et de l'amélioration là, de la préparation pour diminuer là, les risques sur la population.
C'est quoi le risque un peu en chiffres? Donc, comme je vous disais et comme Pascal le disait aussi, les fonds de recherche du Québec là, sont assurément là, une institution importante pour le maintien de réseaux stratégiques comme ça, de réseaux interuniversitaires, où le risque a obtenu un premier financement pour la période 2019-2024 et avec un renouvellement 2024-2028, qui permet d'avoir une certaine vision sur le long terme, qui permet de pouvoir prévoir d'avoir une planification stratégique, d'avoir des actions sur le long terme. Donc, le risque regroupe autant des chercheurs universitaires, donc de l'ensemble des universités du Québec, donc les 18 universités sur l'ensemble du territoire sont membres du risque, avec plus ou moins de 177 chercheuses et chercheurs réguliers dans ce regroupement. Deux centres de transfert de connaissances aussi, là, qu'on appelle les CCTT au Québec, plus de 100 partenaires socio-économiques. Donc, on est vraiment dans une transdisciplinarité où on travaille autant avec des chercheurs, des intervenants gouvernementaux, des partenaires socio-économiques qui proviennent là, des trois grands fonds, donc des trois grands domaines, là, que ce soit les sciences sociales, naturelles, technologies, médicales, sanitaires, économiques, donc où on touche à l'ensemble de ces éléments-là. Donc, le risque 1.0 à la base, qui a débuté ses activités en 2019 suite aux inondations de 2017, inondations subséquentes aussi en 2019, où le réseau a été créé suite à multiples échanges, multiples discussions et qui provient d'un financement d'un appel à projet un peu particulier qui a été fait au niveau des fonds de recherche du Québec, donc qui provenait directement de la direction des défis de société et des maillages intersectoriels, qui voulait créer un réseau là, qui touchait là, à l'ensemble des secteurs du FRQ, du Fonds de recherche du Québec, où l'ensemble des universités avec plusieurs chercheurs se sont réunis pour déposer une proposition de création là, de ce réseau, où le réseau a débuté ses activités là, en 2019, comme je vous disais, et avec un renouvellement là, qui s'est effectué en mars 2024. On a vu tout à l'heure là, une augmentation du financement qui montre un peu là, qu'il y a cet intérêt à maintenir et à déployer là, ce réseau à l'échelle là, du Québec. Donc, assez rapidement, là, les objectifs du risque, la vision un peu, c'est de devenir la référence scientifique et sociétale là, en gestion des risques d'inondation au Québec et en résilience face aux aléas climatiques. Et on est clairement dans une approche transdisciplinaire qui va autant mettre en commun là, les équipes de chercheurs, les communautés, les décideurs, les citoyens, pour avoir une gouvernance et une gestion des risques là, qui est adaptée et intégrée là, aux différents contextes québécois sur la gestion des risques. Au niveau des activités du risque, un peu comme le grill à la diapo suivante, on est sur 5 axes de recherche, qui vont couvrir autant des sciences sociales, sciences et technologies que santé, où, par exemple, l'axe 1 va s'attarder à l'identification des facteurs de risque d'inondation, les aléas, vulnérabilité, versus un autre axe comme le 4, qui est la transformation, réduction des vulnérabilités. Il y a les questions de transfert de connaissances ou de développement d'outils d'aide à la décision, l'adaptation. Donc, chaque axe est animé par des co-directeurs d'axe et on a aussi là, des chantiers opérationnels là, sur la recherche, la mobilisation, valorisation des connaissances et sur la formation là, de personnel hautement qualifié, de professionnels d'académiques. Donc, c'est un peu comment le risque fonctionne là, depuis 2019. Réseau un peu plus jeune, mais qu'on espère pouvoir continuer là, dans les prochaines décennies. Je t'en- Merci beaucoup pour tous ces éléments. On voit effectivement qu'il y a tout un pan sur le financement qui semble être effectivement, comme le disait Pascal, le nerf un peu de la guerre sur ces éléments qui permettent de fédérer et d'associer. Elodie, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat et je pense que en fait, vous nous avez bien posé les motivations de mise en place des réseaux, les thématiques finalement entre préserver un patrimoine aquatique extraordinaire et réagir finalement à une bonne crise, hein. Et ça, on le dit souvent que c'est fédérateur, mais ça s'inscrit dans les deux cas, dans la durée, avec vraiment une vision peut-être inspirante pour notre territoire français sur le fait de mettre en place ces organismes dans la durée. Et je pense qu'on peut basculer tout de suite sur la suite, que vous nous expliquiez ce que vous faites et comment ça fonctionne. Et je pense que les questions viendront après cette deuxième partie. Oui. Pascal, peut-être venir redévelopper
Comment Oui, fonctionne le grill et ce que vous mettez en place? oui, mais absolument, ça a été bien résumé, mais cette notion des regroupements stratégiques et de la durée dans le temps est absolument fondamentale pour réunir cette masse critique de chercheurs et cette collaboration interdisciplinaire, intersectorielle, internationale aussi. C'est vraiment des pôles d'attraction scientifique. On a beaucoup de chercheurs de l'étranger qui viennent pour différents stages de différentes durées. On a aussi par rapport à la formation des entités qu'on va dire dynamiques, agiles. On a, j'ai pas de diapo spécifique là-dessus, mais on a une espèce de cellule de crise. S'il y a des questions, il y a eu par exemple des enjeux de pollution dans des lacs avec des algues, on peut immédiatement réagir dans le cadre du grill. Et cette stabilité du financement a de nombreux bénéfices sur la capacité de recherche au Québec en général. Comme je dis, le grill est un des 36 regroupements stratégiques. Il y en a sur toutes sortes de domaines. Et de créer des réseaux internationaux forts, des centres d'excellence et de maintenir, ça c'est vraiment clé, l'expertise par le professionnel et les personnels de recherche qu'on a, le fait de savoir qu'il n'y a pas une date de fin, mais il s'agit seulement d'un renouvellement. En fait, c'est un encouragement à travailler fort pour être renouvelé, mais de ne pas perdre les gens qui craindraient de perdre leur emploi, ça joue énormément. Mm. Et la diapo suivante parle un peu, par exemple, au grill de ce que ça apporte. Ce regroupement de chercheurs permet de réduire substantiellement les coûts d'analyse dans les laboratoires. On a cette agente de liaison au grill, en fait, qui a été très novatrice, là. Elle est là depuis très longtemps et c'est maintenant sur elle que les autres regroupements stratégiques s'appuient pour bâtir leur propre organisation. Et un des programmes phares qui est vraiment important pour nous, c'est des projets conjoints. Donc, d'avoir au moins deux directeurs de thèse qui sont membres réguliers du Grill, ça favorise des échanges, ça permet vraiment des collaborations qui n'auraient pas eu lieu si chacun travaillait en silo dans son propre département. Peut-être poursuivre effectivement sur l'expérience et la mise en œuvre du risque. Oui, tout à fait. Donc, le risque, développer une structure de gouvernance qui se veut être représentative là, de la diversité des institutions qui sont au sein du risque. Donc, la structure va favoriser la diversité des institutions, la diversité des secteurs aussi, qui va constituer notre réseau afin de bien mener là, l'ensemble des activités de concertation, de recherche, de formation, de diffusion et de partage d'informations. Donc, on va avoir quatre structures un peu plus officielles, donc avec le conseil de direction qui va orienter les activités du réseau, qui va contribuer au développement, au renforcement des partenariats du risque, autant au Québec, au Canada qu'à l'international. On a le comité scientifique qui va allouer, évaluer, attribuer les différents fonds de recherche que nous avons. Donc, le risque se veut aussi un agent fédérateur pour démarrer des projets de recherche intersectoriels, transdisciplinaires avec les différentes disciplines. Donc, il y a des appels à projets là, qui s'effectuent, des programmes de bourse et s'occupe aussi de la programmation scientifique là, du risque et des collaborations en recherche. Donc, parfois, il y a des appels à projets conjoints, par exemple avec le ministère des Affaires municipales sur une problématique particulière où le risque va s'associer pour développer là, des thématiques clés ou des thématiques là, et qui va pouvoir utiliser son réseau de chercheurs sur ces projets-là. On a le comité exécutif qui veille à la gestion des activités du réseau, donc assez classique, et un comité étudiant qui va organiser des événements là, pour la relève scientifique. On a aussi une assemblée générale annuelle, donc l'objectif est vraiment d'avoir là, un regroupement qui est démocratique et où les membres là, peuvent s'exprimer et s'impliquer là, dans les différentes instances. On va à la diapo suivante, un peu quelques résumés, quelques éléments là, de réalisation réalisés depuis 2018, où au total, on a eu 6 programmes de bourse là, pour un plus ou moins là, de 500 000 euros, donc 700 000 dollars canadiens là, en bourse pour des étudiants de premier, deuxième et troisième cycle, donc de tous les cycles universitaires. On a mené 7 appels à projets, donc plus ou moins 3 millions d'euros, donc 3,8 millions en dollars canadiens là, pour des appels à projets où
où chaque appel à projet avait une thématique identifiée par le comité scientifique. Et pour chaque appel à projet, on doit retrouver minimum deux disciplines ou deux grandes disciplines, que ce soit sciences et génie et sciences sociales et humaines, donc où l'idée là, de faire travailler là, les différentes disciplines ensemble. L'organisation là, de différents webinaires, un ouvrage collectif qui a été un élément phare là, de la première mouture du risque, là, donc avec un ouvrage sur qui résume un peu là, les connaissances que nous avons là, sur les inondations au Québec. Il y a une veille bibliographique avec un courtier des connaissances au niveau du risque. Donc, on utilise le terme courtier des connaissances, qui fait aussi parfois référence à courtier en assurance, mais courtier des connaissances, on aime bien. Un répertoire en ligne de différentes approches. On a eu le premier grand colloque du réseau inondation intersectorielle du Québec en 2024. Des formations, une école d'été là, qui arrive en 2026. Donc, plusieurs autres éléments, dont la participation à des colloques sur la gestion des risques. Voilà pour quelques réalisations. Et pour la diapo suivante, un peu des exemples de projets là, qui peuvent être réalisés, où je vous disais qu'au niveau du risque, on souhaite travailler à la période avant les inondations, donc pour la prévention, la préparation, pendant, donc les interventions, quelles sont les meilleures approches de gestion et d'intervention durant une période de crise, et par exemple l'après, donc le rétablissement ou la résilience suite à un événement de crue. Donc on tente de travailler là, sur ces trois volets-là. Et au cours des 7 appels à projets là, qui ont été réalisés, là, il y a eu plus ou moins une vingtaine de projets qui ont été financés. Donc voilà un peu pour la structure du risque. Eh oui, merci pour tous les deux pour ce partage. Je reprenais, j'avais en tête Pascal nous disait que finalement sur le grill, il y avait, si je dis pas de bêtises, 2 personnes permanentes Oui, et qu'ensuite le réseau s'est vraiment constitué des chercheurs et des partenaires. tout à fait. Je sais pas si Maxime, vous avez aussi des permanents dans le grill? Dans le risque, effectivement, là, il y a une dizaine d'employés, ce qui va varier des employés à temps plein, certains à temps plein, certains à temps partiel, parfois qui vont se mixer dans des employés aussi qui sont en recherche là, dans les différentes équipes, mais il y a effectivement quelques personnels permanents, qui est la clé aussi là, pour s'assurer de la coordination, gestion budgétaire, les appels à projets. Donc, ça aussi, c'est le nerf de la guerre qui vient avec le financement et qui permet d'avoir une équipe qu'on peut sécuriser dans le temps, surtout dans l'optique où on sait qu'il va y avoir des renouvellements potentiels. Comme Pascal le disait, s'il n'y a pas de gaffe majeure dans un réseau, que le réseau fonctionne bien, déploie ses différents projets, on est quand même confiant d'être capable d'être renouvelé, donc il permet là, de maintenir des employés et de maintenir un certain savoir-faire aussi là, dans ces réseaux-là, qui est favorisé assurément là, par les fonds de recherche du Québec là, qui financent ce type d'infrastructure. Super. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment les scientifiques, les chercheurs sont valorisés ou valorisent ce temps mené au sein d'un collectif au service des actions opérationnelles? Est-ce qu'ils distinguent le temps grill ou est-ce que c'est leur temps de recherche qui est en partie dans des activités grill? Est-ce que c'est identifié? Et quelle est la reconnaissance de ce travail de transfert de connaissances? Je dirais pas qu'il y a un temps spécifique pour les chercheurs à louer. C'est vraiment du côté des étudiants, nous, dans le cas du grill, où c'est pas qu'ils soient comptabilisés leur temps, mais que les bénéfices sont immenses, là. Il y a une communauté d'étudiants, parce que, bon, contrairement à Lyon, où il y a une masse critique de gens qui sont géographiquement au même endroit, au Québec, c'est un grand territoire et assez dispersé. Et là, ça les regroupe. Bon, nous, on a un symposium annuel, par exemple, mais il y a énormément d'activités, de formation, tout ça, au niveau des étudiants, avec des crédits là, qui peuvent compter pour leur programme de formation, soit de maîtrise ou doctorat. Mais il y a pas une comptabilité là, précise du temps des chercheurs. En fait, c'est un bénéfice pour les chercheurs d'avoir ce soutien-là, là. Donc, c'est pas considéré comme du temps qu'ils donnent, là. Ça fait partie. D'accord. J'imagine que c'est le même état d'esprit et la même culture pour Maxime. Oui, tout à fait. Là, au niveau du risque, il y a certains membres qui sont un peu plus impliqués, par exemple, dans les comités exécutifs, comités scientifiques,
Mais cela rentre dans nos tâches régulières de professeurs d'université au Québec. Et donc, il y a un certain roulement dans ces différentes structures-là où on s'implique là, pour le développement. Mais et effectivement, et par la suite pour les étudiants aussi, là, c'est des retombées là, qui sont élevées. Là, donc, tout le monde là, s'implique sans trop d'enjeux dans ces réseaux-là. Et du coup, est-ce que toujours en creusant sur la question de ces métiers, de ces profils, les deux salariés du Grill, leur mission est plutôt administrative ou est-ce qu'ils ont une culture scientifique? Enfin, quels sont les profils que vous avez retenus et quelles sont les principales missions sur lesquelles vous comptez avec eux? Ouais, ben, d'abord, dans notre cas, les deux sont titulaires d'un doctorat, donc viennent de la science. Une a une fonction plus administrative, l'autre, l'agent de liaison, a vraiment une fonction de rayonnement, va notamment, là, j'en ai pas parlé, mais on a beaucoup d'initiatives de transfert de connaissances ou de courtier de connaissances, peu importe comment on veut l'appeler. Donc, de travailler avec les gestionnaires, les ministères, tous les acteurs de l'eau. Donc, ça va être la figure là, qui va aller représenter le grill dans beaucoup d'événements. Alors, ça se sépare de ce point de vue-là là, plutôt de la gestion administrative et la gestion plus de, de D'interface? regroupement et de participation aussi, ben, j'en parlais dans quelques diapos, mais à aller chercher du financement collectif. L'agent de liaison aide énormément à monter des grosses demandes de subventions qui seraient à peu près impossibles pour des professeurs individuels. C'est trop lourd à porter, mais avec ce soutien-là, ça nous permet d'aller chercher des sommes considérables sur des gros concours. Et donc, oui, ok. Mais du coup, c'est quand même des personnes qui ont un parcours scientifique Oui, et un profil de chercheur pour oui. assurer cette interface. Ça fait partie des sujets qui ont été largement discutés dans le réseau. Maxime, tu veux compléter sur Ouais, ce regard-là sur la... ouais, c'est un peu similaire au risque où l'équipe est peut-être un petit peu plus élargie qu'au grill, mais où c'est un peu la même chose. On va avoir des mix de gens qui vont être un peu plus en gestion, coordination, d'autres plus scientifiques. Donc, il y a une belle mixité à ce niveau-là. Donc, où on a une coordonnatrice du risque, on a un conseiller scientifique, on a des responsables financiers et administratifs, responsables des communications. Donc, transfert des connaissances, formation. Donc, on touche un peu à l'ensemble des sphères que le risque va toucher, mais la part scientifique est aussi importante là, dans l'équipe d'employés et de permanents qu'on va retrouver au risque. Ouais. Et Clarisse posait une question effectivement sur le côté de l'éloignement dont Pascal parlait beaucoup. Finalement, comment vous faites pour que ça reste soudé dans la durée, que finalement cet éloignement vous invite pas à retourner chacun chez vous? Ben, nous, on a au grill, il y a des universités, à l'intérieur de chaque université participante, là, il y a une petite communauté qui est fortement là, soudée, mais là, ça, c'est plus simple. Mais on a, comme je mentionnais un peu plus tôt, ce symposium annuel où on essaie de trouver un lieu géographique qui est un peu central, mais bon, les gens sont prêts à faire une bonne distance là, pour venir. C'est vraiment, particulièrement pour les étudiants, là, c'est une occasion pour eux de présenter leurs résultats de recherche c'est la meilleure façon de se préparer à aller présenter éventuellement dans des congrès internationaux. Alors, il y a une grande motivation. Il y a beaucoup d'ateliers de formation précis pour les étudiants. Donc, ils vont se déplacer une fois l'an, assurément. Puis des autres formations plus spécifiques, les gens sont prêts il y a un financement aussi pour couvrir leurs frais de déplacement. Donc, les gens sont prêts à se déplacer. Mais il y a aussi, comme d'habitude, des webinaires, des trucs qui se font en ligne, là. Mais c'est ça. Il y a une Finalement, certaine c'est plus les acceptation que étudiants. la distance, on fait avec, là. Mm. Mais c'est plus les étudiants que tu vas rassembler que les profs, les Les profs profs vont et être là personnes. pour le symposium annuel. Là, les profs vont se déplacer, mais le Là, reste des activités, principalement, ça va être les étudiants. et vous leur proposez un symposium sur plusieurs jours, j'imagine. Oui, en général, Non? c'est 2 jours et Ouais. demi, parce que, Ouais, histoire d'avoir le temps de ouais, se... ouais. Ok. Mm. Qu'ils aient le temps d'échanger. Ok. Maxime, Ouais, il y a un symposium annuel aussi, euh, même on, format ou... ben, on a eu le premier congrès officiel du risque là, en 2024. Sinon, on a l'Assemblée générale annuelle. On a plusieurs événements webinaires là, qui sont organisés. Euh,
Je dirais que depuis la COVID, c'est un peu plus facile avec les rencontres en visio. Donc, mais on tente quand même là, d'organiser des événements à chaque année. On a le colloque sur les risques naturels qui est organisé dans le cadre de l'ACFAS, qui est l'Association canadienne francophone pour l'avancée du savoir. Où où on a un congrès annuel sur la gestion des risques, où le risque est impliqué. Plusieurs membres du risque se retrouvent là. On a des événements étudiants aussi. Je pense qu'on est un peu habitué d'être répartis sur différents campus à des quelques centaines de kilomètres que on accepte là, de se déplacer comme ça et on maintient des liens assez forts avec ceux avec qui on développe là, des collaborations à l'intérieur de nos réseaux. Ok. Claire-Lise qui relance encore un petit sujet, je crois qu'on a encore 3-4 minutes, je Ouais, pense. ouais, ouais. Euh, en reparlant en fait de ces personnes qui sont vraiment en charge du transfert, est-ce que, il existe des réseaux au Québec? Est-ce que les gens travaillent ensemble? Est-ce qu'ils ont ce besoin d'échange? Est-ce que tu vois? euh, Ouais, là, je dirais que pour le transfert, c'est plus en tout cas, du côté du grill un peu ad hoc. Là, on va cibler, par exemple, des organismes, des regroupements d'organismes de bassin versant, quelques personnes dans des ministères, mais c'est encore, c'est un défi. Il y a pas cette organisation, puis ça fait que beaucoup de gens travaillent un peu en silo, sont pas assez au courant de ce qui se fait ailleurs. Donc, on essaie, nous, d'en faire plus au grill, mais ça n'est pas, c'est pas évident. Il y a pas. Oui, moi j'avais posé que la question de savoir si le temps passé par les scientifiques était reconnu, mais en fait il y a une autre question, c'est les opérationnels, les institutionnels, quand ils passent du temps au grill, est-ce que ça fait partie de leur mission? Est-ce que ça fait partie de leur temps de travail? C'est un sujet important qu'on partage certainement. Ouais, nous, on a les enjeux là, pour les gens des ministères en particulier. Là, on a toujours des coupures qui arrivent. Enfin, ils sont très contraints. C'est très difficile pour eux de se déplacer si les événements n'ont pas lieu à Québec, dans la ville de Québec où est situé le gouvernement. Là. Donc, c'est particulièrement difficile. Donc, ouais, ça, c'est un Mm. problème. Mm. Vous avez une idée du nombre de... C'est quoi la question, Claire-Lise? Euh, Ah Du oui, nombre après, de personnes qui font des métiers de transfert, et notamment, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer un petit peu ces termes et penser à des alternatives pour justement essayer de faire adhérer au concept de transmission, valorisation, voilà, qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme champ lexicaux si effectivement c'est encore un défi, peut-être c'est ça aussi le frein. Ouais, donc ouais, la dans question, d'au- c'est quel vocabulaire et est-ce qu'il faut le faire évoluer, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, ouais, tout à fait. La question est bonne. Dans d'autres, par exemple, moi, je suis avec le Centre de recherche sur la Boréalie, où nous, en tant que chercheurs, on s'est regroupés pour aller chercher une agente de transfert de connaissances qu'on appelle, là, qui développe différentes approches, mais pas uniquement sur l'eau, mais sur tout ce qui touche à la Boréalie. Ça commence de plus en plus, comme Pascal le disait, le ROBVQ, qui est le regroupement des organismes de bassin versant, fait beaucoup de transfert de connaissances. La GRCQ, qui est l'association des gestionnaires de cours d'eau, mais on reste quand même dans l'eau. Ça commence à prendre un peu plus de place, là, ce transfert de connaissances vers les milieux de pratique. Mais il reste encore beaucoup à développer, je crois, là, de ce côté-là. Puis en termes de nombre, là, c'est une excellente question. Là. Moi, je pourrais pas me répondre. Là. Il y a combien de personnes qui fait ça? Mais chaque réseau, chaque équipe de recherche là, tend de plus en plus à vouloir faire transiter là, les connaissances scientifiques là, en dehors des milieux universitaires vers les milieux de pratique. Et je pense que c'est quand même une Mm, certaine volonté au Québec là, qu'on observe là, depuis quelques années. Là. mm. Je crois que c'est une exigence finalement qui est partagée sur tous les continents de faire en sorte que la recherche soit notamment au service des politiques publiques et de la pratique et que on a dépassé la vision de la valorisation des résultats de recherche pour aller vers cette notion de transfert où on co-construit finalement avec les acteurs opérationnels. Et c'est des changements de métier, des changements de façon de faire la recherche, il me semble. Tout à fait. On peut peut-être passer Ouais. à la suite, aux perspectives des uns et des autres. Tout à fait. Donc, bah, merci beaucoup pour tous ces échanges hyper riches. Donc, on a vu qu'il y avait des choses voilà, bien ancrées et puis des choses en construction et des choses qui sont encore en réflexion, notamment sur ces questions de transfert. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler des
des chantiers en cours et peut-être des défis qui vous restent à adresser sur chacun de vos réseaux, des réseaux parfois très matures ou un peu plus en consolidation? Peut-être Pascal? Oui, ben, avec c'est une diapo ici qui représente un peu où se trouve le grill. On est, c'est pas nécessairement un défi, mais on est à l'interface de plusieurs autres regroupements stratégiques avec un lien avec l'eau. Mais ça reste qu'il faut garder son unicité, donc il faut des fois expliquer en quoi on est différent du réseau Centro, par exemple, où là c'est plus du côté du génie en milieu urbain. D'un autre côté, c'est une richesse d'avoir tous ces échanges avec d'autres regroupements stratégiques. D'ailleurs, nos membres peuvent être membres de plus qu'un regroupement stratégique. On n'exige pas l'exclusivité. Mais dans les défis aussi donc, de maintenir cette unicité et de toujours innover. Là. On est rendu à 37 années, donc il faut maintenir. Au départ, c'était très unique parce qu'il n'y avait rien du tout qui se faisait dans le domaine de l'eau au Québec. Maintenant, il faut être plus poussé dans l'innovation et il y a de plus en plus de recherches qui se fait de façon collaborative, interdisciplinaire un peu partout. Donc, de maintenir, d'expliquer, de justifier la valeur ajoutée d'avoir ce regroupement. Et on a quand même aussi beaucoup plus de membres maintenant qu'on en avait au départ. Donc, le budget ne suit pas. Donc, par membre, il y a fait nécessairement moins d'argent, moins de financement. Puis on a aussi des défis là, d'essayer d'être le plus inclusif pour tous les membres, malgré le contexte financier qui est un peu moins disponible. Puis on a des différents horizons. Nous, on n'inclut pas beaucoup au grill jusqu'à présent des sciences sociales, mais on a quand même biologie, géographie, ingénierie avec des visions un peu différentes. Donc ça reste des défis, mais tout à fait positifs là, qui nous représentent. Du côté du risque, je pense que la diapo suivante, c'est C'est Maxime. intéressant Ah non, parce que, pardon, juste moi, ouais, pardon. pardon Pascal, vas-y. Non, mais j'allais juste dire, j'ai mentionné d'ailleurs tout à l'heure des projets en cours, là, j'en ai parlé brièvement, mais donc d'avoir réussi à aller chercher un financement additionnel sur 6 ans, nous, d'un programme du gouvernement fédéral au Canada qui s'appelle FONCé, formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience de recherche. Ça, c'est vraiment une des grandes plus-values de ce regroupement. Donc, le personnel à temps plein a beaucoup contribué à mener à monter cette demande et ça fait 2 ou 3 semaines à peine qu'on a eu la bonne nouvelle là, que c'était financé. Donc, formation limnologique orientée sur le marché du travail. Hier, j'étais à Saint-Étienne, là, je me disais, il y a énormément de choses qu'on pourrait faire dans le cadre de ce foncé, de collaboration avec Lyon, la France. Je pense que c'est très porteur. Super. Mais oui, c'est vrai que la formation finalement est, enfin, c'est marrant parce qu'on a des parcours assez similaires, des modèles économiques très différents, mais nous, on est aussi en train de développer la formation. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, on met en relation, et puis après, ils vont se débrouiller. Hmm, Et en fait, on voit qu'on est obligé d'aller plus loin. Et donc, quand je parlais de accompagner l'appropriation des connaissances et la mise en pratique, ben, ça passe par la formation. C'est pas que de l'information, c'est pas un symposium qui suffit, mais on va vers la formation. tout Donc, le à fait. parcours est assez proche et c'est intéressant. Hmm. Maxime? Oui, tout à fait. Donc, puis au niveau du risque 2.0, donc qui est la deuxième mouture du risque là, pour la période 2024-2028. Tout à l'heure, on abordait la question de l'éloignement entre les sites. Bien, l'idée aussi dans ce renouvellement de 2024-2028 là, est de développer des antennes régionales du risque, là, donc d'avoir des pôles dans chaque université où les chercheurs qui travaillent sur la thématique inondation d'une manière intersectorielle là, se regroupent autant avec les chercheurs qu'avec les acteurs du milieu. Donc ça, c'est un peu la nouveauté là, de cette nouvelle mouture-là. On a eu la 6e appel à projet. Là, actuellement, on est dans le 7e appel à projet, 7e programme de bourse, des formations en communication des risques avec Ressources naturelles Canada. On a le lancement du répertoire du risque là, qui présente un peu toutes les avancées au niveau sur les inondations, des exemples de cas concrets d'adaptation, de diminution de la résilience. On a le deuxième grand colloque du risque qui sera organisé cette année et la première école d'été là, officielle du risque sur les inondations et qui va mener en 2027-2028, là, où le temps passe assez vite pour cette deuxième mouture-là, avec l'idée de faire une grande synthèse des connaissances de 10 ans du risque et le dépôt là, du renouvellement là, du risque 3.0.
Euh, Au niveau de la gestion des risques naturels, là, sur l'autre diapo, pourquoi avoir un réseau intersectoriel et interuniversitaire? Bien, donc pourquoi le risque en termes de gestion des risques d'inondabilité, mais de risques globaux au niveau des cours d'eau? Bien, c'est vraiment pour travailler dans une approche intersectorielle, d'avoir une vision complète là, sur les systèmes. C'est l'idée d'avoir accès à un large bassin d'expertise à l'échelle du Québec, de favoriser la relève scientifique aussi, peu importe le domaine, de stimuler aussi un peu cette formation de la relève pour venir travailler par la suite là, sur les marchés, dans les différents domaines liés aux inondations et à la gestion des risques. Ça permet aussi, en regroupant l'ensemble des chercheurs, d'augmenter un peu la crédibilité des experts au Québec, de mettre de l'avant, de valoriser les connaissances et donc vraiment d'inclure là, les chercheurs et leur recherche à l'échelle nationale et dans chacun de ces domaines-là. J'en ai parlé un peu brièvement, mais à la prochaine diapo, là, l'idée, là, c'est la création d'un réseau d'antennes du risque dans les différentes universités du Québec. Il y a eu la première antenne régionale qui a été créée à l'Université du Québec en Outaouais, donc à proximité, dans la ville de Gatineau, à l'Outaouais. Donc, pourquoi l'idée d'avoir des antennes régionales comme ça? Bien, c'est en partie parce que le Québec présente une grande diversité géographique et hydroclimatique, des approches de culture du risque qui vont varier aussi, et parfois que les inondations là, vont nécessiter des réponses un peu plus locales, collaboratives avec les gens du milieu. Donc, c'est un peu l'idée là, de cette création là, d'antennes qui est en cours actuellement. Les prochaines antennes, on travaille pour en développer une à l'Université du Québec à Chicoutimi où je suis basé. On travaille pour en démarrer une à l'Université du Québec à Rimouski avec notre collègue Thomas Buffin-Bélanger. Donc, ça bouge de ce côté-là. Différents événements, là, je n'irai pas dans le détail, là, mais là, actuellement, comme je vous disais, on est dans le 7e appel à projet. Et comme je vous disais tout à l'heure, le comité scientifique va identifier les thématiques sur lesquelles on voudrait peut-être pousser parce qu'on a identifié qu'il y avait peut-être un manque de connaissances. Et là, le 7e appel à projet qui est en cours actuellement, qui est en lien avec les cultures du risque, donc histoire, savoir, politique et pratique intersectorielle. Donc, c'est ouvert pour collaborer avec des chercheurs membres du risque, autant pour des chercheurs français. Donc, on collabore là, avec des chercheurs internationaux là, sur ces éléments-là. Et un événement important qui aura lieu en juin, là, je pense juste avant l'école d'été ici, organisée par H2O, sur l'école d'été sur les inondations, là, qui va être organisée au Québec. Donc voilà, puis l'idée, l'objectif du risque au final sur la diapo suivante là, qui découle qui est en lien avec une prise de conscience à l'échelle internationale là, où on doit travailler ensemble. Marie le disait tout à l'heure où c'est pas une discipline qui va avoir la vérité absolue. Donc au risque, on croit que c'est vraiment aussi la clé là, pour prévenir les crises, pour rendre le monde un peu plus résilient au bénéfice des générations actuelles et futures. Là. Donc, dans le contexte où les risques sont de plus en plus complexes, où l'aménagement du territoire est de plus en plus complexe, là, on doit travailler en interdisciplinarité, transdisciplinarité, d'inclure l'ensemble des acteurs là, à ce niveau-là. Et le risque là, s'inscrit là, dans cette prise de conscience à l'échelle internationale. Voilà. Merci beaucoup. C'était. Ouais, merci beaucoup à tous les deux pour tous ces enseignements et ce partage d'expérience. J'avais juste une question. On parle beaucoup, enfin, on a beaucoup évoqué les financements et c'est notamment des financements qui sont assez différents des financements français. Est-ce que il y avait peut-être par exemple plus pour le grill qui est plus ancien, mais c'est peut-être également le cas pour le risque, une difficulté à aller trouver les bons financements ou les bons guichets si voilà, ces réseaux étaient un peu nouveaux et sur des thématiques un peu nouvelles. Comment est-ce que vous avez fait voilà, pour vous articuler? Est-ce que c'est les financements qui existait et vous avez pu toquer à la bonne porte ou plutôt est-ce que c'est voilà un peu ça s'est créé de façon conjointe pour financer ces institutions-là? Dans le cas du grill, là, au tout départ, là, j'avoue que j'étais pas là, mais c'était un petit groupe, là, vraiment 2 ou 3 universités avec un très faible financement. Puis c'est à peu de temps après que le concept de regroupement stratégique a été développé au Québec. Ça a été perçu, je dirais, pour le Québec, là, ces regroupements stratégiques comme une façon de positionner le Québec. C'est un peu politique à la limite, là, la place du Québec dans la recherche à l'échelle mondiale là, passait par l'éducation. On a eu beaucoup d'évolutions là, depuis les années 60, 70, 80 au Québec
poussé beaucoup pour que les gens puissent avoir accès à l'université. Le concept des cégeps dont j'ai parlé un peu a été créé dans les années 70 pour qu'il y ait plus de gens qui aient accès aux études supérieures. Ça faisait partie d'un ensemble, une vision, je dirais, politique là, de donner plus de place au Québec. C'est quand même un peu différent pour le risque, là, où d'ailleurs, au départ, je vais peut-être le mentionner rapidement, Maxime, mais on a un scientifique en chef au Québec depuis 2011. 2011, voilà. Il a joué un rôle majeur. Puis comme moi, j'étais sur le conseil d'administration du fonds de recherche, je le connaissais un peu. Puis au moment de la crise, ça paraissait là, qu'on ça allait pas du tout pour les inondations. Et lui a décidé, comme scientifique en chef, de s'impliquer personnellement et de voir est-ce qu'on pourrait créer ce réseau-là. Donc, c'est vraiment venu beaucoup de ce scientifique en chef là, qui a permis de débloquer les fonds. Ouais. C'est vrai que le grès, moi, j'ai pas parlé de ces aspects-là, mais il y a 40 ans, mes prédécesseurs, ils faisaient des études pour faire vivre le réseau, en fait, pour financer leur poste. Et je suis arrivée au bon moment parce qu'en fait, les scientifiques avaient négocié un financement pérenne pour le fonctionnement de la structure avec la métropole de Lyon, qui est toujours le même aujourd'hui. On a toujours nos 50 000 euros de subvention de fonctionnement, alors que le budget de fonctionnement du GRES, sans parler des programmes de recherche, est globalement de 1 million d'euros aujourd'hui. Et en fait, nos financements, je dirais, viennent majoritairement du monde opérationnel, même si on a des financements qui viennent du monde de la recherche. Mais finalement, c'est ce cadre de confiance qui a été établi avec les porteurs des politiques publiques en matière de gestion de l'eau qui fait qu'on est dans la durée, même si on n'a pas des conventions pluriannuelles. En fait, c'est un schéma un peu particulier et c'est vrai que on n'a pas beaucoup de grès, d'autres grès au niveau national, mais c'est cet ancrage territorial et je pense que c'est une des clés aussi qui fait que la production du grès, y compris scientifique, elle appartient à ce collectif. Je parle souvent de l'auberge espagnole. Chacun est chez soi ici. Ce n'est pas vu en tout cas comme descendant du monde de la recherche vers le monde opérationnel, ce qui n'est pas le cas chez vous non plus, mais qui peut l'être parfois dans la vision valorisation de la recherche. Mais la culture évolue grandement depuis quelques années. Et comme tu le disais, Pascal, on adapte beaucoup nos actions y compris par rapport aux autres dynamiques qui se mettent en place sur le territoire. On poursuit, c'est ça? C'est moi Ouais, qui je poursuis? propose que tu, ouais, Les clôtures un maris. petit peu les... Et on va faire très vite parce qu'on s'est Ouais, accordé les 10 minutes de départ qu'on s'offre en 10 minutes de la fin. Euh, voilà. c'est vrai au niveau national, donc on a mis en place ce réseau pour nous rapprocher sur nos modes de faire et sur les contenus de ce qu'on fait, parce qu'on travaille tous dans le domaine de l'eau avec des actions complètes. Donc les prochains rendez-vous qui sont proposés, ben, il y en a plein cette semaine grâce à la semaine de l'eau organisée par H2O Lyon, des webinaires sur l'IA pour les sciences de l'eau, sur les granulats en rivière, sur le webinaire Les pieds dans l'eau, la boîte de terrain, je ne sais pas exactement sur quelle partie de l'eau, mais avec Rivière TV. Donc, il y a encore ces trois rencontres. Et puis, le réseau national d'échange sur le transfert de connaissances dans le domaine de l'eau est un système ouvert sur tous les acteurs qui sont dans ces missions-là. Les nouveaux adhérents doivent être cooptés. Mais en tout cas, vous êtes certainement les bienvenus pour la prochaine réunion qui aura lieu le 14 avril à 13 heures. Et puis, je voulais signaler la conférence du Grès qui est organisée en préalable à l'Assemblée générale, parce que ça fait plusieurs fois qu'on est vraiment sur ces questions de transfert de connaissances, de faire ensemble. Et le 21 avril après-midi, on aura un élargissement du faire ensemble sur la place de l'art dans la connaissance, la recherche et le transfert de connaissances, au-delà de la sensibilisation, et qui est un sujet extrêmement passionnant avec des programmes développés sur la Drôme avec différents partenariats. Et puis enfin, des rendez-vous que l'on finit par, enfin que je considère comme incontournables, mais on a la chance d'être, enfin on a la chance, oui, on a la chance d'être les organisateurs. Le Grès est organisateur de deux événements internationaux. Une conférence qui s'appelle Novatech sur la gestion des eaux pluviales qui existe depuis 1992 et la 12e édition aura lieu du 29 juin au 3 juillet et la conférence internationale East River sur les fleuves et grandes rivières qui avait lieu en juin 2025 et la prochaine édition sera en 2028, donc avec une fréquence de 3 ans, le temps de produire de la connaissance. Et c'est des objets un peu particuliers en conférence parce qu'on est vraiment structuré, organisé et géré pour favoriser l'interface entre scientifiques et professionnels
dans les communications, dans les posters, dans la traduction simultanée systématique en français-anglais. Et finalement, on a 2 tiers de communications qui viennent des scientifiques sur à peu près 200 communications. Et on a 2 tiers du public qui est plutôt opérationnel, finalement, sur les 600, 700 congressistes. Donc, c'est un objet sur lequel on travaille beaucoup pour continuer à garantir cette interface science-gestion de l'eau. Voilà pour les prochains rendez-vous qu'on vous propose. Je suppose que les webinaires sont enregistrés et qui pourront être partagés ensuite sur le site d'H2O. Tout à fait. Bah, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup Maxime également d'avoir partagé l'histoire de vos réseaux et leurs actions aujourd'hui. J'invite tous les participants, si ça les intéresse, à vous contacter, bien sûr, si voilà, ils voient des possibilités d'association et de collaboration, de la même façon pour le gré. Et pour ce réseau interface, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez, comme le disait Elodie, retrouver donc ce webinaire en replay une fois que voilà, on l'aura mis en ligne. Et puis, encore une fois, merci pour votre présence. N'hésitez pas de nouveau, si vous avez des questions, à nous contacter, moi ou les autres intervenants de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et puis une très bonne semaine de l'eau. Et je vous dis à très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Merci pour le partage, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.